Peut-être faire la lecture sans micro. Vous m'entendez bien là, quand je porte la voix? Oui. Elle, c'est une comédienne, pas pareil. Je suis comédienne à mes heures perdues. Tu parles. Bon ben, si vous voulez bien... merci Ramène le micro. d'être venu Non, on entend. par ce temps un peu frais. Ben prends le mien. On va commencer, j'ai juste quelques annonces à vous faire. Demain, c'est un autre groupe, c'est le groupe Louise Michel qui organise ici une projection d'un film de Luis Buñuel, Los Olvidados. Ça sera demain, que personnellement j'ai vu quand j'étais au lycée, très longtemps. Et quant au groupe Salvador Seguí, on organise également une projection dimanche 15 février à 16h. Ça sera un film sur Salvador Seguí, l'histoire d'un anarcho-syndicaliste. C'est un film espagnol et surtout en catalan, qui sera sous-titré en français. Comme ça, pour ceux qui l'ignorent, ils pourront découvrir pourquoi le groupe dont je fais partie a pris ce nom. Ils verront qu'il y a un lien direct avec les luttes anarchistes et anarcho-syndicalistes. Sinon, je voulais vous signaler que vous pourrez vous procurer ce livre tout à l'heure quand vous partirez sur la caisse. Vous pourrez vous procurer d'ailleurs les œuvres complètes de Lola, qui est une jeune autrice mais très prolifique. On peut dire ça, non? Oh, j'ai fait le tour là, je crois. Bon, sinon, moi je voulais juste te poser une question. Ouais. C'est pourquoi justement il y a pas si longtemps tu t'es lancé dans l'écriture en général et pourquoi en particulier dans l'écriture de ce livre. Voilà. Alors, je me suis lancé dans l'écriture par accident. À l'origine, à l'époque, je participais à un info-kiosque qui s'appelle Douleur, à Bagnolet, limite Montreuil, quoi. C'était à Montreuil. Et puis, un jour, j'ai invité, parce qu'on faisait des soirées, j'ai invité François Cerruti à venir parler de son bouquin qui s'appelle D'Alger à mai 68, les années de révolution. Et dans cette première version du livre paru chez Spartacus, il évoquait le comité d'action travailleurs étudiants 68 à Sancier. Et il y a plein de jeunes, évidemment, qui disent mais c'est quoi ce machin? On n'a jamais entendu parler de ça, on a eu des trucs sur 68. Vous nous cachez quoi encore? Vous faisiez quoi, vous? Pourquoi vous en parlez jamais? On s'en fout, pourquoi on parlerait de ça? Et ils m'ont embarqué à préparer à l'origine une soirée sur mai 68. Putain, je me suis dit comment je vais faire. Je me suis rappelé une vie antérieure, je faisais des interviews. Donc je suis parti pour faire un livre collectif et à la place je faisais une interview. Je vous passe le détail, j'ai fait 30 interviews et il y en a maintenant, je crois, 11 ou 12 de morts sur ceux que j'avais interviewés. Donc il était temps de recueillir leurs paroles. Et mon choix évidemment c'était ce bouquin s'appelle Voyage en outre gauche. Mon choix a été d'interviewer des gens qui étaient de mon bain politique, si je puis dire, et au sens un peu large du terme. Bon, une fois que j'ai fait ce travail-là, que je comptais faire une espèce de machin avec un boudin, là, pour envoyer aux info-kiosques. Bon, c'était gros, hein. Et puis, je me fais relire par plein de gens de différents âges, où je m'aperçois à quel point j'ai vieilli, parce que il y avait des questions incroyables, genre, mais c'est quoi l'avortement par sonde? Ben oui. Quand t'as 30 ans, tu sais pas ce que c'est, quoi. Et il y a de la différence entre objecteur de conscience et insoumis, enfin plein de choses. Et il me dit, mais il faut l'éditer. L'éditer. Mais je dis, mais c'est pas un travail fait pour être édité. Si, il faut l'éditer. Alors, bon, il se trouve que je connaissais Charlotte Dugrand, je connaissais même son père, quoi, qui était dans le groupe Anard de Lyon. Et je l'appelle en disant, toi qui as fait l'école d'édition, est-ce que j'ai fait un travail, est-ce que tu veux bien jeter un coup d'œil et me dire si c'est éditable? Et elle me dit, bah si c'est éditable, j'espère que c'est pour nous. Je dis, bah, j'en sais rien, moi. Et voilà, quand je me suis retrouvé à publier un premier livre, je pensais que ça serait le seul. Alors c'est devenu un running gag maintenant, parce que je dis toujours que c'est le dernier. Donc je vais encore le dire. Et puis pendant ce temps-là où je commençais à présenter mes bouquins, Gilles Dauvé me fait une interview dans son blog Douter de tout pour tenir l'essentiel sur le Front homosexuel d'Action révolutionnaire, où j'ai fait un passage
notable pour moi et pour quelques-uns, mais pas pour tout le monde. Et je me fais donc choper quand je vais à Bordeaux, l'Athénée libertaire. Je reçois un petit mot par Facebook, par Messenger. Voilà, on est une bande de transpédéguines à Bordeaux. On a une émission de radio qui s'appelle Population à risque. Est-ce que tu accepterais qu'avant que tu fasses tes libertaires, on puisse interviewer? Ok, ils m'ont chopé, ils m'ont torturé dans un bistrot pendant 2 heures. Et ils m'ont dit, mais il faut que tu l'écrives, tout ça. Ah bon? Mais si, c'est passionnant. Et voilà, et j'ai écrit Fille à BD. Voilà. Le 3e, c'était purement pour le plaisir. C'était un confinement. J'avais de bonnes nouvelles et j'allais plutôt bien. J'ai plongé l'exercice de la famille et puis je me suis mis à parler de ma lignée de femmes juives, apatrides et insoumises, quoi. Quant à celui-là, c'était au départ une demande, il y a plusieurs années, de Nicolas Norito, donc toujours mon éditeur Libertalia, qui me dit, il y a plein de bouquins sur la vieillesse, c'est que des conneries, tu vas pas en faire un, toi? Parce que je vais écrire sur la vieillesse, moi, qui s'intéresse et tout. Et puis, l'idée a mûri. Et puis, entre-temps, je me suis engagé dans une association qui s'appelle Ultime Liberté. J'avais des raisons pour ça, j'en parlerai. Et ben voilà. Et puis je me suis dit, c'est venu tout seul, quoi. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce que celui-là est différent de... Parce qu'il y en a, et ça continue, hein. Il y a 1000 bouquins sur la vieillesse. Hein. J'en ai lu un certain nombre avant de faire mon travail. Et en quoi je prétends que c'est différent? Je dirais que moi, mon idée, c'est de faire un livre de combat. Et qu'on est dans une société qui fait la guerre à la vieillesse, à tout point de vue, là. Chacun est supposé vouloir rester au moins paraître jeune, par exemple. C'est une espèce de diktat. Et le grand compliment qu'on vous fait, c'est tu fais pas ton âge. Je dis merde, mais je les ai, moi, et je suis très content d'avoir vécu 78 ans, quoi. Faut pas déconner, quoi. Et donc, c'est vrai que, en dehors de ça, il y a que Simone de Beauvoir qui a écrit un beau livre là-dessus, bizarrement. La vieillesse, Simone de Beauvoir était le livre qui m'a vraiment, le seul qui m'est touché, influencé. Où évidemment, elle fait remarquer tout de suite que bien vieillir ou mal vieillir, c'est une question de classe. C'est comme pour ça que ça tourne aussi, quoi. Et c'est pas pour rien, quoi. Alors, on parle beaucoup de l'aisance des retraités, en disant du fric et tout. Bon, il y en a quand même à peu près 12% qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui n'est pas rien. Et là, en France, on s'en tire vachement bien. Donc imaginez ailleurs. J'ai présenté mon bouquin à Rennes. Il y avait des gens qui arrivaient du Japon. Ils m'ont parlé de la vieillesse au Japon. Waouh! Là, c'est du rail. Hein. Tu passes 90 ans, tu crèves, quoi. Et donc, c'est vrai que ceux qui vieillissent le plus mal sont ceux qui ont le plus mal vécu, qui ont le moins de moyens, etc. Ceux qui galèrent. Et donc, l'idée, c'est vraiment un manifeste de combat. Mais, combat, là encore, il faut s'entendre. Moi, les combats séparés, je connais pas. Je connais que le combat tous pour tous, quoi. Je suis archi contre le fait de faire un combat pour une meilleure vieillesse ou pour n'importe quoi d'autre, de manière séparée du reste de la lutte. Et donc, je vais vous lire un petit passage. Créer des brigades de panthères grises pourrait être amusant, mais ça reviendrait à nous mettre à part, à nous séparer des autres, à nous regrouper sur la base de notre identité de vieux et de vieille, à laquelle on pourra ajouter femmes, racisées, gros, grosses, trans, pédés, gouines, invalides, et autres divisions promues par la redoutable et interclassiste politique identitaire. C'est la lutte commune pour l'émancipation de toutes et tous qui nous anime. Les combats séparés ne sont à nos yeux que le reflet des divisions imposées par le capitalisme, contre lequel mes camarades et moi avons toujours été en lutte. Et ce n'est pas maintenant que nous allons les entériner. S'il y a des combats qui nous concernent plus spécifiquement, ce n'est pas seulement entre vieux et en tant que vieux que nous entendons les mener pour affronter ce vieux monde qui pue et nous fait mal vieillir. Alors la question est de savoir, là, le capital et la vieillesse. Alors ce qu'il faut voir, c'est comment le capitalisme utilise ce qu'ils appellent les seniors, élégamment. Hein, ça fait mieux que vieux ou vioc. Hein. Bon, moi je me suis travaillé avec une pancarte bloc vioc dans une manif, ça a eu beaucoup de succès. Mais il faut dire senior. Hein. Au point d'ailleurs que même senior, ça ne l'a plus. Exemple, il y avait des cours de... Moi, je fais de l'aquagym. Hein. Il y avait un cours qui était un cours senior. Personne n'y allait, à part des jeunes qui avaient compris qu'il n'y avait personne à ce cours-là. J'achète la manière... Je fais une cure de polyvitamine tous les ans. Et c'était un machin senior. C'est devenu Vitalité Plus, maintenant. Parce que ça... Même ça, alors, même ce mot élégant, ça ne nous va plus, quoi. Alors,
qu'est-ce qui se passe? Bon, ça commence avec le moment de la retraite. L'idée que la retraite, c'est le moment où on vire de la vie sociale des gens qui sont encore en capacité de faire des tas de choses. Alors que ça devrait être une délivrance, en fait. À condition qu'on ait les moyens de vivre. C'est encore une autre question. Mais cette idée que la retraite, et il y a plein de gens qui dépriment après la retraite, je dirais malheur à ceux qui ont mis toute leur vie dans le boulot, parce que quand vous en partez, si tous vos copains étaient au boulot aussi, et c'est... Ah mon Dieu, la retraite devient une chose horrible. Alors quand même, que moi le jour où j'ai pris ma retraite, et moi je l'ai eu à 60 ans, Mais pour ça, quand même, il faut vraiment être en situation d'en profiter, quoi. Alors, évidemment, tous ces gens qui sont en capacité de faire plein de choses, maintenant c'est plus 60 ans, mais on vit mieux et en meilleur état quand même qu'autrefois dans l'ensemble, c'est vachement bien, ça fait une manœuvre gratuite. Manœuvre gratuite des jeunes seniors, comme on dit. Hein. Alors ça garde les petits-enfants, par exemple. Oui, c'est à l'œil, ça. Ça fait du bénévolat dans les actions caritatives et culturelles, etc. Enfin, c'est vraiment le truc, c'est étonnant, quoi. C'est étonnant parce que, par exemple, je vois un jour une annonce dans je sais pas quel journal. Alors, il s'agissait d'aller aider les mômes à l'autre bout du monde. Ça avait l'air très séduisant. Hein. C'est marrant, c'est je sais pas où, enfin. Et puis je regarde de plus près, il fallait payer pour y aller. Autrement dit, tu vas bosser à l'œil et tu payes en plus. Il y a des jeunes qui le font. La grande aventure, c'est de partir avec une association caritative à Pétaouchnok. Et puis tu payes pour bosser, quoi. C'est pas mal comme arnaque, quoi. Et puis les fameux seniors, c'est un beau créneau marketing, quand même. Il y a plein de produits et services spécifiques, des croisières en produits de beauté, en passant par je ne sais quoi. C'est ce qu'ils appellent également la silver economy. Chic. Voilà. L'économie des cheveux gris, quoi. Pour les plus vieux, là, on a un juste marché, c'est tous les services à la personne et les maisons de retraite. Ça fait du fric. Alors, ça, on n'ignore pas, depuis certains scandales, à quel point ça peut être cher, à quel point ça peut être horrible, quoi. Grosso modo, je dirais, le vieux et la vieille, ça rapporte gros à qui sait en profiter. Et tout ça, bien sûr, dans la plus grande inégalité sociale. Et face à ça, qu'est-ce qu'on a comme arme? Pas grand-chose. Tout ce qui nous reste, c'est la coopération et la solidarité, je dirais. Au moins, tant que le monde n'aura pas changé de base. On dit toujours, depuis l'âge de 20 ans, je dis, je ferai ça par la révolution, maintenant ça commence un petit peu tard, quoi. Alors, qu'est-ce que je propose? Rien de moins que de faire de la vieillesse un autre bel âge de la vie. Parce que c'est pas si pourri que ça, la vieillesse. Faut pas croire. Quand De Gaulle disait que c'était un naufrage, peut-être pour lui, hein. Parce que malgré tout, qu'est-ce qui se passe? On a du temps libre. Ce temps libre, tout dépend de ce qu'on va en faire, en fait. Et peu importe à quoi, même si on a envie de glander, tout simplement. Mais il faut que ça nous fasse plaisir, il faut que ça nous fasse sentir envie, et tant mieux si en plus c'est partagé, solidaire et utile. Mais tout le monde n'est pas obligé. C'est vrai, on peut en avoir beaucoup fait, maintenant j'en ai ras le bol. Ce que je veux, c'est glander tranquillement, mais avec plaisir. Et pas se foutre dans la télé avec les pantoufles et puis attendre de crever, quoi. C'est vachement important. Alors on le dit, on le redit, faire de l'activité physique, machin et tout, mais activité sociale, c'est pas rien. Moi je dirais que j'ai toujours la liberté qui m'a offert une quatrième vie en quelque sorte. Après la retraite, j'ai une troisième vie où je vais m'occuper d'un café associatif en Bretagne. Et puis je suis revenu, et c'est ma quatrième vie. Parce que j'avais 70 ans quand j'ai voulu me envoyer le livre. Donc, c'est pour ça que je suis une jeune autrice. Et c'est vrai que ça m'a donné une autre vie. Fait d'autres rencontres, d'autres centres d'intérêt, etc. Et donc ça peut être un bel âge de la vie. Et j'ai envie de dire aux jeunes, puisqu'il y en a quand même ici, n'ayez pas peur de vieillir. C'est pas horrible du tout. Hein. Alors, à un moment donné, ça va se gâcher. Mais bon, la mort fait partie de la vie. Hein. Vous savez, je déteste les mots croisés. Hein. Je le dis tout de suite. Et puis, par exemple, c'est maudit mots croisés. Un jour, un copain qui était là chercher condamné à mort en 2 lettres. Ben, la réponse est né. J'ai trouvé ça quand même un peu curieux, quoi. Alors, la seconde chose à paraître actif, c'est de lutter contre la solitude. Parce que le problème de la vieillesse et la déchéance physique font qu'on s'isole de plus en plus. Nos copains meurent, notre entourage meurt. On est peu état de faire des trucs. Nos conjoints, tiens, ça marche plus. Bah, de toute façon, attends, tu veux pas essayer avec celui-là Non, mais c'est parce que je le tiens mal, je crois. Là, ça marche. Attends, je vais prendre ce micro, si vous voulez bien.
veux pas qu'on essaye celui-là. Ah, mais je crois qu'il est mieux. Il marche pas celui-là. Il y a un faux contact en fait. Pardon. Celui-là, je vais essayer. Et celui-là, il marche pas. Il marche. Celui-là, il va marcher. On marche pas, je continue avec ça. Excusez-moi. Je vais continuer avec l'autre. Non, mais il l'avait éteint. Il va nous Avec un faux contact dedans. Et là? Là, ça marche. Ouais, Ah, Super. C'est beaucoup mieux. Alors, la solitude est un vrai problème. On commence à plus arriver à sortir, etc. Alors, une des choses qui va avec, c'est on habite quelque part, puis ça devient inadapté. Il y a un escalier, il y a ci, il y a ça. Se reloger, ben, c'est une horreur. Où que ce soit d'ailleurs, à la campagne comme à la ville. On ne sait pas quoi faire, comment se sortir de cette situation. Alors, intégrer une résidence senior, un EHPAD ou autre résidence collective, c'est pas non plus commode. Selon la région en vie, les moyens dont on dispose. Alors, toutes les EHPAD ne sont pas pourries. Il y en a une que je fréquente malheureusement assidûment, parce que j'ai une amie dont je suis la tutrice, qui a l'Alzheimer, enfin, genre l'Alzheimer. Il y a des EHPAD où elle est plus heureuse qu'elle ne le serait chez elle, manifestement, parce qu'il y a tout le temps du monde avec elle, et qu'elle a perdu la tête, elle croit que je suis sa mère. Bon. Elle a 2 ans plus que moi. Mais lutter contre la solitude, bon, qu'est-ce qu'on aura envie de faire, nous? Et là, Delphine va vous raconter un peu quelque chose de ma vie. Pour des gens comme nous, il serait bien plus plaisant d'échapper à l'institutionnel pour finir sa vie avec nos amis, nos compagnons de lutte, ceux et celles avec qui nous partageons depuis longtemps nos modes de vie volontiers atypiques, des buts et des projets communs. Malheureusement, les expériences de ce type ne semblent la plupart du temps pas durables, sauf peut-être dans quelques communautés de vie, le plus souvent rurales, dont les habitants ont su vivre longtemps ensemble et peuvent ainsi vieillir sans avoir à se séparer. Il y a bien sûr des exceptions. Souhaitons-leur de se maintenir et de se renouveler sans y perdre leur âme. Mais il faut bien admettre que les collectivités qui perdurent ne le font la plupart du temps qu'au prix de règles de fonctionnement drastiques, de conflits permanents, de concessions redoutables et de séparations ou d'exclusions douloureuses. Il ne faut jamais oublier que le monde où nous vivons ne connaît maintenant plus de marge pérenne. Le capitalisme a envahi notre espace et notre temps dans son entièreté. Le pouvoir et l'argent en sont les instruments. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, on va être en marge. La marge, ça peut durer 2 ans, 3 ans. On voit des exemples d'ailleurs. À Montreuil, il y a cette fameuse maison des Baba Yaga, par exemple. C'est un truc institutionnel. L'institution a repris ses droits, animer qui elle veut. L'exemple de la ZAD est un bon exemple aussi. Le foncier et l'agricole a repris ses droits. C'est aussi un truc institutionnel. Et rien ne dure à ce niveau-là. Moi, j'ai vécu, une mauvaise expérience. Je ne suis pas la seule, mais bon, on a voulu partir à la campagne, dans un village où on avait des activités avec plusieurs copains. On a fait une foule d'erreurs, dont celle, par exemple, de prendre une grande maison qui était finalement une maison de famille, quoi. Alors j'essaie dans ce livre un petit peu de décrire les conditions minimales de l'habitat partagé, du genre avoir un petit espace pour que chacun puisse se cuisiner un truc, ne pas être obligé d'être tout le temps ensemble, et d'autres choses du même genre, quoi. Alors c'est vrai que comme je suis pas très optimiste sur la vie commune, on pourrait dire que je parle pour rien. Mais en réalité, je me dis que ça pourrait servir dans un monde qui sera enfin communisé. On peut déjà y réfléchir, quoi. Et aujourd'hui, on le fera peut-être pas, mais peut-être pas nous, mais ceux qui vont nous suivre. Je me dis que leur livret... J'ai parlé de ça dans un camp où j'étais en Allemagne, et c'est des jeunes femmes de 40 ans qui sont jetées là-dessus. Elles m'ont dit, on se prépare déjà, elles ont 40-45 ans, elles commencent à se préparer, à se demander comment elles vont vieillir, quoi. Et elles sont dit, c'est génial, parce qu'on se posait des questions justement sur la vie commune plus tard, alors qu'aujourd'hui, ils habitent, par exemple, beaucoup d'entre eux habitent dans le même immeuble, mais ils ont chacun leur appartement. Mais il y a des trucs qui durent. J'ai été invité pour mon premier livre à Brest, où il y a un habitat autoconstruit, un immeuble qui s'appelle l'Écoumène. Il y avait des gens de différents âges. Ça fait longtemps qu'ils étaient là. Et je pense qu'ils vont arriver à tenir tant qu'ils peuvent monter les escaliers, parce qu'ils n'ont pas les moyens de mettre un ascenseur. Bon, toujours est-il que c'est toujours utile d'y réfléchir. Et puis enfin, c'est un âge aussi où il est temps de se libérer. De quoi ça nous libère, la vieillesse? Excusez-moi, je me prends bête. Alors la première chose, en toute frivolité de gonzesse, je dirais que j'ai découvert en premier que j'en avais fini avec la littérature des apparences.
Je m'en fous d'être belle ou moche, habillée comme ici une dame âgée, je fais ce que je veux. Je m'appuie, il y a des pantalons rouges, et mes jupes, si j'en ai envie, je vous emmerde, quoi. Et ça, c'est vachement bien. Bon, j'ai un aphorisme fétiche que je paraphrase. Je dis, les gentilles petites vieilles vont au ciel ou au paradis sur l'inversion, les autres vont là où elles veulent. Vous le connaissez, j'imagine. Et puis, pas question, je dirais, donc c'est des rôles auxquels vous nous assignez. Alors là, c'est moi qui vais lire un passage, là. Parce que je vois pas comment quelqu'un d'autre que moi peut le lire. Il faut juste que je le déniche. Il est question de Groucho Marx. La page 38, elle est où? Tiens, c'est ce passage-là. Après la page 37, tu l'as ici. Vas-y. Groucho Marx a fort justement dit, dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Vieillir ne nous empêche pas de rester nous-mêmes. Au point qu'il peut arriver que, comme tous les animaux, sauf le porc, paraît-il, on se reconnaisse pas dans la glace. Au-delà de l'apparence et des ravages du temps, ainsi que leurs conséquences sur ma vie et sur mes goûts, je suis toujours celle que j'étais. J'ai en moi les mêmes aspirations et les mêmes révoltes qu'à 15 ans. Je me fiche bien d'être une vieille sagie obéissante. Mais pas de mon âge, comme on dit, puisqu'il m'est devenu physiquement impossible ou malaisé. Pour le reste, je n'entends renoncer à rien, qu'à très peu de choses. Je te rends horizontal. On est un peu merdique, ça va aller. Alors où j'en étais? Pour autant, alors, en général, je suis très anti-programmatique, politiquement. Je n'aime pas les programmes. Mais j'ai trouvé dans toute cette histoire un programme qui me va bien, que je vous propose. Je tiens de Jacques Brel. Avoir le talent d'être vieux sans être adulte. C'est cette chanson qu'avaient les vieux amants. Et je crois pas qu'il y ait plus beau programme qu'on puisse se proposer, quoi. De jamais devenir adulte. Pour autant, il ne s'agit pas d'être irresponsable, pas plus que nostalgique. Je déteste, par exemple, ce truc d'adolescent ou je sais pas quoi. Je vais chanter des trucs à la con parce que j'aimais ça quand j'étais jeune. Enfin bon. Et puis, ne pas être adulte, ça veut pas dire être irresponsable, être puéril. Il ne s'agit pas de jouer les bébés. Hein. Ça serait con, et c'est con même quand on a 30 ans. Hein. Mais si être adulte, c'est renoncer à ses plaisirs et à ses rêves, vivre dans cette société sans vouloir en changer, quitte à chercher à la réformer, si c'est aller voter parce que c'est censé être tout ce qu'on peut faire, se mettre en couple et faire des enfants, non pour le plaisir mais pour s'accomplir, devenir convenable ou pire, convenu voire conventionnel, alors je préfère qu'on préserve ce grand enfant qui est en nous, celui qui ne cesse jamais de désirer et qui croit à ses désirs, qui sait dire non, qui refuse de se résigner et de se soumettre, celui dont la révolte peut embraser le monde. Quand on n'a plus à bosser ni de gosses à élever, on est libre de se réinventer en fait, si on en a envie. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de gens qui le font. Hein. Ce qui est surprenant, c'est de voir combien d'enfants supposés progressistes, comme on peut dire, sont scandalisés par la conduite de leurs aînés, qui font pas ce qu'on attend d'eux. Hein. Genre, dis donc, ma mère, elle se met à faire des cours de danse à la con, c'est quoi cette histoire? Elle va pas faire du rock acrobatique à son âge. Mon père, au lieu d'aller avec ses potes jouer à la pétanque, il a une bande de jeunes et qui va jouer au bowling, c'est n'importe quoi, etc. Bon, vous avez sûrement entendu ce genre de réflexion, et ça vient pas forcément des puréacs, loin de là. Dès qu'il s'agit de ses parents, ma mère, elle se trouve un mec jeune, ça on en reparlera, enfin bon, etc., etc. Tout ça, c'est surprenant, effectivement. Et donc là, c'est à toi. C'est à moi. Ne soyons pas de bons vieux. Gardons notre révolte intacte. Utilisons tous les crocs qui nous restent pour mordre encore dans la vie et dans tout ce qui l'a réduit à une misérable survie. Ce n'est pas le succès du combat qui compte, mais de ne pas lâcher le morceau, de ne jamais s'avouer vaincu. Alors, après avoir fait ce bouquin, un beau jour, je tombe par le biais d'Internet sur un article paru dans un magazine qui s'appelle Challenge, qui est un magazine économique et financier extrêmement sérieux. Et bien, dans ce magazine, il raconte que les plus de 55 ans mènent une vie scandaleuse dans tous les pays occidentaux. Ils sont de plus en plus nombreux jusqu'à un âge avancé à pratiquer la délinquance. Effectivement, en plus, on est de plus en plus nombreux, donc il y a de plus en plus de délinquants. Mais aussi, à picoler, à s'envoyer en l'air, il y a une nette augmentation des maladies vénériennes, même chez les plus de 65 ans. Et Challenge, c'est pas des rigolos. Je n'ai pas été vérifier leurs sources, mais je les ai crues sur parole. À consommer de la drogue, enfin, etc., etc. Autrement dit, on est une génération, ma génération, une génération scandaleuse, ça pose un problème sanitaire. Challenge très sérieusement, on dit que voilà, c'est très embêtant.
comprenez? Alors, pour l'instant, c'est pas encore le sida, mais ça va venir, parce qu'à la PrEP, bon, parce que ça ne concerne pas les hétérosexuels. Et donc, etc., etc. Et donc, cette vieillesse scandaleuse, elle existe apparemment. Ça m'a beaucoup réjoui, cet article, surtout en challenge. Moi, je n'ai pas vu l'article en vrai. J'ai trouvé sur Internet, je crois via Facebook, je suis tombé dessus. En tout cas, c'est sympa de savoir ça, quoi. On n'est pas seul. Bon, puis enfin, la question traditionnelle, et l'amour dans tout ça. C'est pas Dieu avec nous, c'est l'amour. Bon, si on peut dire que la liberté sexuelle n'a pas d'âge, ses modalités et son champ d'action seraient très singulièrement envahissants, évidemment. On a moins de possibilités, moins d'opportunités, moins d'énergie. Et puis on est face à deux injonctions antagoniques. D'un côté, il y a la bonne vieille morale judéo-chrétienne, les vieux qui baissent, c'est dégueulasse. Hein, et comment, etc. Bon. Ça existe toujours. Hein. Et d'un autre côté, alors, ça c'est dégoûtant, et ça c'est un reliquat aussi de la morale judéo-chrétienne sur la reproduction. Bon, si on s'accoupe pas se reproduire, c'est un péché peut-être, non? Je ne suis pas très au courant de ce que dit la religion, mais ça a l'air de cet ordre-là, quoi. De l'autre côté, et ça concerne tout le monde, jeunes et vieux, ça, il y a une espèce de dictature qui voudrait que être un individu à part entière impliquerait d'avoir une vie amoureuse. Hein. C'est que tu sois jeune, que tu sois vieux, comment tu es tout seul, comment tu ne seras pas en l'air, comment... mais, et nom de Dieu, mais tu peux ne pas en avoir envie. C'est ce qui crée d'ailleurs ces calamités de masculinistes, là. Les femmes ne veulent pas de moi, c'est toutes des salopes, etc. Je sais pas, tu parlais de ce courant, j'imagine. Mais les jeunes, j'ai des copains et des copines qui sont jeunes, et puis je trouve qu'en ce moment, ils sont tout seuls et qu'ils sont vachement contents. Hein. Et puis ils n'ont pas forcément envie de s'envoyer à l'air toutes les 5 minutes. À tous. Et ça concerne les jeunes et les vieux. C'est comme si c'était un crime de ne pas avoir de vie amoureuse sexuelle, quoi. Et ça, c'est terrible. Oh, le pauvre, tu te rends compte, il est tout seul, la pauvre. Mais non, elle vient de quitter un mec qui la faisait chier, elle a envie de prendre l'air. Donc, à ça, je répondrais, foutez-nous la paix. La vraie liberté sexuelle, c'est d'avoir ou pas une vie sexuelle. Merde. On a le choix entre les deux, quoi. Faut pas se laisser imposer ce genre de choses. Ceci étant, il y a quand même des dictats en matière de sexualité. Hein. La chose n'est pas aussi facile. Il y a l'histoire de l'âge, d'abord. On trouve normal qu'un homme ait une compagne bien plus jeune que lui, et qu'il s'agisse de belles histoires d'amour. Par exemple, Ona O'Neill, qui n'était pas n'importe qui, la ville Jeanne O'Neill, et Charlie Chaplin, ils avaient 30 ans de différence quand ils sont mis ensemble et mariés. Et il y a un très bel échange que j'aime bien, mais destiné à vous lire. Épouse-moi pour t'apprendre à vivre, et toi pour m'apprendre à mourir. Elle répondit, à Chaplin donc, non Charlie, je vais t'épouser pour que tu m'apprennes à grandir, et que je t'apprenne à être jeune jusqu'au bout. Ils furent heureux et eurent 8 enfants, dit la légende de ce couple mythique. Alors, pour un homme, ça paraît normal. Une femme qui choisit un homme plus jeune, au pire, c'est une vieille lubrique, au mieux, c'est une cougar. Alors, c'est marrant parce qu'on nous aperçoit que les homosexuels n'ont pas ce problème. Quand il y a une grande différence d'âge, par exemple, je sais pas, Jean-Marie Jacques-Cousteau n'a jamais dit mais comment, c'est un pédophile, je ne sais quoi. Muriel Robin et sa compagne, sa femme, je crois d'ailleurs, ont 16 ou 17 ans de différence. Ça gêne personne. C'est quand même bizarre, il n'y a que les hétéros qui ont droit à ça. Pour une fois, remarquez que les hétéros sont punis, ça change, mais tout de même. Et en fait, on voit bien à quel point c'est la procréation qui est au centre de la morale des relations amoureuses hétérosexuelles. C'est toujours autour de ça que ça tourne. C'est quand même extraordinaire, quoi. Parce que les vieux... Il me manque une page, moi. Il manque une page. Les vieux, les mecs peuvent procréer beaucoup plus tard que les femmes. C'est comme ça qu'ils font des orphelins, ces connards-là. Enfin, un gosse de 100 ans, combien de temps vont-ils le garder, quoi. Et donc, alors que les femmes, ça c'est plus limité, quoi. Et donc, du coup, prendre un homme plus jeune, c'est... Attendez. Écoute, Malola, tu as sauté une page dans tes... Ouais, deux. Alors, Les deux. non, celui-là aussi. Mais tu as pas ton exemplaire à toi. Non, mais par contre, je l'ai sur Internet, si tu veux. Non, c'est pas grave, je vais me débrouiller. J'en étais où? C'est pas grave, je sais de quoi il s'agit. Donc, effectivement, là, il y a une morale qui nous emmerde et qui va nous pourrir la vie jusqu'au bout, quoi. Alors, moi, j'ai été avec des hommes dans ma vie beaucoup plus jeunes que moi, et d'autres de mon âge, et plus vieux, avec de préjugés. Je revois les regards insistants à se demander, on avait 18 ans de différence. Alors, on avait les mêmes cheveux bruns en plus à l'époque.
C'est sa sœur, sa marraine, sa tante. Et je me souviens un jour, je l'emmène pour un anniversaire, je lui offre un blouson. Et puis on sort les regards des vendeurs autour. Puis j'étais un peu trop jeune pour être sa mère, il y avait un truc qui allait pas. Et puis non, elle n'a pas raté, il m'a dit merci chérie, il m'a roulé un patin à la boutique, il était là à nous regarder, elle dit, ah ça alors. J'ai retrouvé le document. Tu vas. Je veux savoir où j'en suis simplement. Donc, c'était quoi la dernière page? Le dernier mot de la dernière page? La dernière page, c'était... Hétérosexuel, c'est ça, non? Hétérosexuel, c'est ça. C'est hétérosexuel. Hétérosexuel, les relations hétérosexuelles, non? Voilà. Donc c'est là. Tiens, prête-moi ça, parce que là, j'en ai... Voilà, tu vois. Bon, par contre, fais attention. Si tu appuies trop, ça risque de se fermer. Non, mais je vais m'en sortir. Attends. Je crois que c'était question des services sexuels, c'est ça? C'est plus bas, hein. Non. C'est plus haut. Bien avant. Je crois C'est là. C'est là. Ah oui, ça, il faut pas l'oublier. Quand tu fais ça, sois délicate, sinon ça va. Il faut pas l'oublier. Hein. Et puis quand même, on n'a pas besoin de contact physique. Ça va s'éteindre. Attends. On n'a pas besoin de contact physique et sexuel. Qu'on soit vieux, handicapé, enfin, c'est un besoin qui peut vraiment exister, quoi. C'est tout le monde. Autrefois, il y avait les utopies des milieux libres anarchistes où on était censé rendre service sexuel les uns aux autres. Hein. Ça a un peu fait long feu quand même. Il y a Fourier qui imagine et qui projette l'idée de ce qu'il appelle l'angélica, c'est-à-dire que des jeunes gens et des jeunes femmes vont échanger quelque part, mais pas en échange marchand bien sûr, hein, le savoir, la sagesse et ce qu'apportent les vieux en échange de faveurs sexuelles qui seraient ravis de leur donner. C'est pas comme ça que ça se passe en vrai, bien que ça puisse arriver. Simone de Beauvoir, d'ailleurs, elle est marrante parce qu'elle parle de la gérontophilie des jeunes filles. Elle a été payée pour savoir ce qu'il en était, parce que Sartre, quand même, avait un certain succès auprès des jeunes filles. Et elle parle de ça, et elle dit ça, c'est purement féminin, parce qu'un homme peut s'intéresser à une femme qui a l'âge de sa mère, mais sa grand-mère, c'est beaucoup plus rare. Harold Desmaudes, c'est pas toutes les 5 minutes comme ça. Ça ne va plus s'éteindre. Enfin, ça ne va plus s'éteindre. D'accord. Et après, ça va aller. Alors, la fonction de service sexuel, hein, on y réfléchit aujourd'hui jusque dans les EHPAD. Hein. En France, elle est proscrite. Elle est assimilée à de la prostitution, alors qu'elle se pratique dans bien d'autres pays. Non seulement dans des pays où la prostitution n'est pas interdite, évidemment, mais par exemple en Californie, ça fait partie de la thérapeutique. Alors j'ai vu, il n'y a pas longtemps, à la télé, pendant que j'ai fait le bouquin, un reportage sur un monsieur qui fournissait ses services sexuels. Alors c'était marrant parce qu'il était avec sa cliente. Alors c'était une femme relativement jeune, mais qui était énorme, mais énorme à un point, elle pouvait effectivement bouger, quoi. Lui c'était un monsieur entre deux âges, sans attrait particulier, hein, monsieur tout le monde, quoi. Et il parlait de son boulot avec beaucoup de... Comment dire? Il avait le sentiment d'être utile, de faire quelque chose. Et elle disait, j'ai très vite compris qu'il ne fallait pas que je confonde ça avec une relation amoureuse, mais qu'est-ce que ça me fait du bien? Ne serait-ce qu'on me câline, qu'on me touche, ça fait un bien fou, quoi. Et donc, je dis pas que c'est une chose qu'il faut mettre en place comme ça, mais on ferait bien d'y réfléchir. Ça m'a fait penser du coup à Griselidis. Je ne sais pas si vous connaissez Griselidis. Griselidis Réal, donc, qui était une leaduse des mouvements de prostituées dans les années 70, c'était une prostituée volontaire. Elle n'avait pas de MAC ni rien. Et jusqu'à un âge avancé, elle a pratiqué son boulot. Et il y a une pièce qui a été faite par une fille qui s'appelle Annie Papin, qui s'appelle Griselidis, la Gâtine révolutionnaire, où elle, sur ses vieux jours déjà, et c'est sa correspondance avec un journaliste de Libération qui s'appelle Jean-Luc Hennig, où elle parle de ses clients. Et elle prend les plus abîmés par la vie, les Chibani tout seuls comme des couillons, enfin. Elle en parle avec une amitié, une tendresse de tous ces mecs en mauvais état, à qui elle donne certes du cul, mais aussi de la consolation et de la présence, quoi. Et bon, on peut se dire qu'il y a des gens qui auraient envie de faire ça plutôt que de faire autre chose. Et dans un monde où il n'y aurait pas d'argent, peut-être qu'on pourrait y penser. En tout cas, il faut y réfléchir. Je n'ai pas de solution à ça, mais bon, je sais que ça se discute un peu partout. Je ne suis pas une abolitionniste. Je suis contre les MAC, mais pas contre le fait que, au jour d'aujourd'hui, entre l'usine et le tapin, ben, chacun peut choisir. Hein. S'il peut le faire, bien sûr. Tout le monde ne peut pas le faire, même psychologiquement. J'ai des amis prostitués qui sont très fiers. Il y en a qui le clament même.
Je connais une nana qui est une maîtresse SM. Dès qu'on la rencontre, elle commence à me raconter ça, quoi. Et c'est par ailleurs une anarchiste bon teint. Enfin, bon. Donc faut y penser, quoi, voilà. Et bon, pas pour terminer, mais mon dernier thème, je dirais, c'est la liberté de choisir sa fin de vie. Hein. C'est peut-être mon dernier combat, parce que aujourd'hui, les manifs, ça devient difficile. La période, comme vous le savez, est quand même assez effroyable. Hein. Je vois pas très bien ce que je peux faire d'autre. Je fais ce que je peux par ailleurs, mais bon. En tout cas, je m'embarque là-dedans. Hein. Je m'embarque là-dedans et c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Important à différents niveaux, au plan personnel d'abord. Parce que j'ai assisté à l'euthanasie de mes 2 parents. La première, c'est pas moi qui l'ai faite, mais il n'y a pas de soins palliatifs à l'époque, ça a été horrible. C'était à l'hôpital. Et puis j'ai aidé ma mère à partir. Et j'ai passé 1 an à essayer de répondre à la demande de ma mère, qui me disait, bah là, il est temps que je m'en aille. Elle ne pouvait plus lire, elle n'était pas malade, mais sa vie n'a plus aucun sens. Elle ne pouvait ni lire, ni entendre, ni que dalle, quoi. Et si je peux éviter à d'autres personnes de passer 1 an à trouver comment assassiner leur père ou leur mère, j'aurais l'impression de faire quelque chose d'utile, quoi. Parce qu'on n'a pas choisi de naître, mais on devrait pouvoir choisir de mourir, merde. Or, en France, le suicide n'est pas un délit, hein, depuis 1789. Mais l'aide au suicide en est un. Alors c'est très ambigu, parce que Badinter le dit dans un article que j'ai lu récemment, il disait, on parle de complicité d'un délit, de quelque chose qui n'est pas un délit. Mais par contre, l'aide au suicide est supposée se confondre très facilement avec l'incitation au suicide, qui elle est complètement répréhensible. Et dans ce cadre, comme on n'a pas le droit, qu'est-ce qui nous reste? C'est la mort violente. Tout simplement. Alors ce qui est frappant quand même, c'est qu'il y a quelque chose comme 3000 suicides de personnes âgées par an. 64% sont des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils choisissent en général des solutions violentes. Parce qu'avec les médocs, c'est facile de se rater. Et les femmes choisissent plutôt les médicaments, quoi. Et donc c'est quand même 3000 personnes qui se suicident, dont 65% de manière presque, au moins plus de la moitié de manière violente, pendaison, je me jette sous le train. Enfin, si on peut éviter à soi et à ses proches de finir comme ça, ça me paraît un peu nécessaire, quoi. Quant aux soins palliatifs, on y a droit quand on a l'article de la mort. Hein. Et encore, il y a bien des régions et des endroits, des hôpitaux, où on ne vous écoute pas. Non mais, tu peux avoir de la place. Là, à Paris, par exemple, tu as de la place. Le problème, c'est que tu as des endroits où on ne t'écoute pas, même si tu as de la place. C'est-à-dire qu'ils vont te laisser pourrir jusqu'à ce que tu crèves. Alors qu'en fait, si on y va, c'est quand même pour qu'on vous aide un peu, quoi. Et il y a des régions, par exemple, j'ai rencontré une nana dans Charente-Maritime, son père avait déjà fait beaucoup d'hôpitaux avec un cancer. Il voulait en finir. Et on lui a dit, vous savez, les soins palliatifs dans la région, c'est plutôt des gâteaux. Hein. Ils vont vous garder jusqu'au bout. Donc c'est encore plus horrible, quoi. Et puis comme on le sait, il n'y en a pas suffisamment et tout ça, quoi. Et en plus, on peut avoir envie d'en finir avant d'être très vieux et malade. Hein. Finir dignement, sereinement, et pas traîner son malheur ou d'être en EHPAD, en finir la dégradation, les couches, la dépendance et le reste. Hein. Il n'y a pas de raison, quoi. Et même si on est plutôt jeune et en bon état, on a envie de légitimement finir et disposer librement de son corps. Et en finir en douceur, bon, ça devrait être un droit qui est donné. Mais nous, le droit, on s'en fout un peu, pour te dire. Mais chacun devrait pouvoir le faire. Parce qu'aider quelqu'un à mourir, et je le sais, et je l'ai lu sous la plume d'autres, je l'ai entendu, c'est vraiment un acte d'amour, de solidarité, de fraternité, quoi. Dans mon livre précédent, d'ailleurs, je raconte plus en détail la mort de mes 2 parents, et c'est la source, en fait, aussi de tout ça, quoi. Et c'est pour ce geste de solidarité qu'on a eu un beau procès au mois de septembre, dont vous avez entendu parler, hein, 11 personnes âgées, comme on dit, qui sont passées au tribunal pour avoir commandé, ou aidé à commander, du Nambutal au Mexique. Tout simplement. Alors, ils n'ont pas passé en... Ils auraient pu décider que c'était association suicide. Là, c'était la cour d'assises. Et là, c'était l'acquittement assuré. Un jury populaire n'aurait jamais condamné. Là, ils sont passés en correctionnel, ils ont eu des condamnations. Qui ne sont pas monstrueuses, mais tout de même. La plus grosse étant 18 mois avec sursis. Hein. Il faut appel. Il faut appel, non pas parce qu'ils se plaignent de leur condamnation, peut-être ça va être pire, mais parce que, au minimum, ils aimeraient aller jusqu'à la Cour européenne et qu'il y ait un peu d'harmonisation européenne. En réalité, cette association à laquelle j'appartiens, qui s'appelle Ultime Liberté, quelques-unes ici dans la salle en sont aussi, hein, elle a été taxée par le juge d'amateurisme et d'extrémisme. Et moi, je revendique les deux choses. Oui, on est extrémiste, puisque
notre idée, c'est qu'on doit pouvoir mourir sans se référer au médecin, ni à l'État, ni à la loi. C'est une liberté individuelle qu'on a conquérée et s'attribuer. Alors effectivement, les amateurs, oui, on n'est pas des médecins, on n'est pas... parmi nous, il y en a, hein, mais ils sont là par accident, quoi. Je dirais, la plupart des profanes, on n'a aucune idée. On veut juste aider des gens à ce qu'ils puissent en finir, quoi. Alors la France est très en retard, hein, quand même. Par rapport sur l'euthanasie active, c'est même incroyable, quoi. Et ça peut s'arranger beaucoup, bien que la loi en ce moment fait des allers-retours. Hein. Actuellement, alors peut-être que c'est depuis c'est un peu évolué, mais il y a 11 pays où c'est dépénalisé ou autorisé, hein, et une quinzaine d'États aux États-Unis et en Australie. Alors il y a des pays comme, je crois, la Colombie. Enfin, bon. Alors, c'est pas une affaire de religion, parce que l'Espagne, par exemple, est beaucoup plus libérale que la France. On ne sait foutre pas pourquoi. Les Français sont extrêmement rétrogrades, comme ils l'ont été sur l'avortement pendant longtemps. Hein. Il est temps que la France se mette à la page. Alors la loi, ça n'a pas changé la face du monde pour les gens intime liberté, mais que dans la loi il y ait l'aide à mourir, ça pourrait être utile, notamment quand on va se trouver devant les flics, quoi. C'est quand même ça qu'on cherche. Et pour l'instant, la loi telle qu'elle est formulée, elle y met des conditions drastiques en termes d'état de santé et d'estimation du niveau de souffrance. Mais qu'est-ce qu'il en sait le médecin, ce que je souffre? Oui, sur l'échelle de 8, et je te dis que je suis à 8. Quel sens ça a, quoi, hein? Et aujourd'hui, la loi, comme tout le reste, c'est les médecins qui doivent aider. C'est réservé aux médecins. Or, les médecins, c'est pas pour ça qu'ils ont été programmés. Hein. On leur a appris à faire vivre et pas à faire mourir. Genre, je parle de quelques exemples dans mon livre de gens que je connais, de médecins que je connais, qui me disent, mais c'est pas mon job. Si tu es très malade, machin, etc. Bon, ok, article de la mort, je comprends. Mais sinon, moi, c'est pas ça que j'ai appris. Et il y a d'autres moyens et il faut les trouver. En fait, le combat d'ultime liberté pour la fin de vie, c'est la même logique que celui du MLAG dans les années 70. Alors, le MLAG, pour ceux qui ne sauraient pas, qui sont plus jeunes, c'est le mouvement. Il venait d'arriver miraculeusement une nouvelle méthode d'avortement que tout le monde pouvait pratiquer. Hein. Pas besoin d'être médecin, j'avais un copain qui était menuisier, hein, qui faisait des avortements. Il était habile de ses mains, c'est utile dans ces cas-là. Et effectivement, il y a pas mal d'anciens militants du MLAG dans l'association. Moi, j'en étais pas parce que j'ai toujours fait mes affaires de mon côté et que je fuyais les groupes féministes. Hein. Et donc, je ne me suis pas retrouvé là-dedans. Donc, la conclusion, c'est qu'on voudrait pouvoir partir librement sans demander quoi que ce soit, je dirais, ni à l'État ni aux médecins, quoi. Et être extrémiste et amateur, ben, c'est la fierté et la liberté de notre lutte. Mais attention, il y a un petit problème derrière tout ça. Il ne s'agit pas de se débarrasser des vieux. Ça serait trop facile. Ça pourrait être bientôt l'ordre du jour. Il est bien temps pour le capitalisme de se débarrasser de ces vieux improductifs, des gens qui ne travaillent pas et ne consomment pas, vieux et handicapés d'ailleurs, qui font commerder le monde et dont on pourrait se défaire, quoi. En Hollande, le Parlement étudie une loi qui autoriserait tous les plus de 74 ans, pourquoi 74, alors là, à mourir librement. Au Canada, il parle d'introduire la pauvreté dans les demandes de suicide assisté. Voilà. Et ça, pas question, quoi. Pour la classe dirigeante, ça serait facile de pousser au suicide tous les gens, personnes âgées, dépressives et handicapés, qui sont délaissés, seulement démunis, maltraités, etc. Et donc pour nous, il n'est pas question, en tout cas pour moi et mes camarades, c'est peut-être pas la position de toute l'association par contre, je ne m'avancerai pas comme ça. Il n'est pas question de laisser sans la combattre la classe du capital exercer sur elle, sur nous, son droit de vie et de mort. Hein. Se battre pour le suicide assisté et l'euthanasie, ça n'a de sens pour moi qu'au sein de la lutte pour de meilleures conditions de vie et de soins pour tout le monde. Il ne faut pas lâcher l'autre bout. Si on lâche l'autre bout, on est foutu. Là, on devient... Il y a un réseau social dont j'ignorais tout, on m'accuse d'eugénisme. Et mes éditeurs de fascistes, etc. Ils n'ont pas lu mon livre, hein, ça c'est évident. S'ils l'avaient lu, ils auraient compris ce qui se passait. Mais bon, il y a toujours cette histoire-là qui est là. Pas parce qu'il y a une loi. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les médecins ni l'État faire. C'est pas à l'infirmière de santé sociale de vous dire, ben donc vous avez crevé, quoi. Il ne faut pas les écouter, il ne faut pas les laisser faire. Parce qu'ils peuvent le faire un jour. L'idée quand même, c'est de chercher un monde meilleur, où la liberté d'en finir sera un choix personnel, et jamais une contrainte imposée par le capitalisme et ses agents, quoi. Alors, il y a un petit truc que j'ai découvert en faisant ce bouquin, un petit livre.
Moi, les cérémonies funéraires, c'est un truc qui m'emmerde. Pour dire franchement, j'ai découvert que j'étais très matérialiste, vraiment, quand il y a eu l'incinération de mon père. Je m'en foutais complètement. J'avais été là sur l'île mort jusqu'à la fin. Alors, les singeries, bon, je suis pas singerie de cimetière. Il n'empêche que il m'arrive d'aller au cimetière parce que des vivants ont besoin de moi. Ce que je boude pas, c'est par contre les hommages et les fiestas qui viennent après, bien sûr. Ça, c'est sympa. Mais avoir affaire aux pompes funèbres, vous devez connaître, c'est épouvantable. Non seulement ils vous tirent tout le fric qu'ils peuvent, mais c'est indécent. Enfin, indécent déjà dans la préparation. J'ai une de mes amies un jour qui me dit ma mère vient de mourir. Et j'ai été choisir le cercueil. Et puis à un moment donné, je me dis, même il y a une demi-seconde, oh, elle serait bien dans le velours. Elle n'est plus là. C'est quoi ces conneries? Et puis les cérémonies elles-mêmes, c'est très difficile d'en faire quelque chose de décent. Ils vous font croire en plus qu'il y a plein de choses qui sont pas autorisées. C'est pas vrai. Et ce que j'appelle les morticoles, c'est une angoisse. Alors, au passage, j'ai quand même appris, dans ce bouquin, je vais vous parler des choses intéressantes. Et un jour, je vais à la librairie Libertalia, et le petit libraire Florent me dit, dis donc, il y a un bouquin là, sur les coopératives funéraires. Je ne savais pas que ça existait, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, c'est un truc qui a commencé au Canada, en 1942, de créer des coopératives pour éviter, à l'époque, ça coûtait hors de prix au Canada. Et ça a pris en France, c'est à partir de Rennes, ça commence à se répandre. Alors, ce sont des coopératives qui, comment dire, c'est payant, hein, c'est pas gratuit. Mais d'abord, déjà, les prix sont plus raisonnables. Mais c'est un boulot. Mais l'idée, le concept de ces coopératives, c'est d'organiser des funérailles qui ressemblent aux défunts. C'est-à-dire qu'on puisse, ils découvrent, il y a un tas de possibilités dont on ignore tout, hein, et ils vous ouvrent des possibilités pour faire un truc qui soit pas ridicule et qui ressemble à la personne qui vient de mourir, quoi. On se retrouve pas avec quelqu'un qui demande de prier ou je ne sais quoi d'autre, quoi. Et inventer des cérémonies funéraires. Donc c'est un petit livre qui est cousu main, paru sur un éditeur qui s'appelle, je sais pas quoi, 1380, un truc bizarre, quoi. Ça s'appelle les coopératives funéraires, en tout cas, on doit pas trouver ça sur Internet, c'est intéressant. Et dedans, j'ai découvert aussi une chose que j'ai vue en pratique plus tard. C'est ce qu'on appelle la fosse commune. En fait, c'est ce qu'on appelle, le mont, c'est le terrain commun. Et ce terrain commun, c'est une concession de 5 ans, en fait, comme dans plein de ces trucs. Et alors, j'ai découvert cet été, mort un de nos camarades et amis, qui avait un rond. Et on s'est retrouvé au cimetière du Père-Lachaise avec une salle pour l'incinération. C'est un service public, en fait. Ils sont obligés de vous fournir ça si vous êtes sans un rond. Eh ben, c'est gratuit, et ils sont obligés de le faire. Et c'est génial, on n'a pas vu des morticoles à un seul instant, juste pour ramener le cercueil et repartir avec. On est resté, on n'a pas fait grand-chose, hein, mais on était entre nous, et puis on n'avait pas cette pesanteur. Nous sommes là pour rendre hommage à du schmoll, enfin, etc. Et donc voilà, c'est les tuyaux, quoi. C'est bon à savoir. Alors, la découverte de cet été est toute récente, mais tout de même. Alors, il y a aussi un truc qui s'appelle les cafés mortels. Alors ça me dépasse, mais bon, les gens se réunissent pour lever le tabou de la mort. Et ils sont là très contents de faire ça. Donc ils se rencontrent comme les cafés philo, quoi. Alors ça a commencé aussi dans l'Ouest, mais il commence à y en avoir, j'ai vu un truc là, dans la presse, je sais pas où là-dessus. Bon, discuter de la mort ensemble, why not, hein. Mais en tout cas ça existe, et si vous avez envie un jour de parler de votre mort ou de celle des autres, bah, trouvez un café mortel, il doit y en avoir un pas très loin de chez vous. Alors, bon, tout ça quand même, mon bouquin a un sous-titre hein, qui s'appelle Manifeste de désobéissance sénile. Mis à part que je suis assez content de mon invention, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que l'idée, c'est de désobéir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce qu'en fait, bon, l'enfance et la jeunesse sont jalonnés d'étapes initiatiques, comme on dit, hein, d'apprentissage et de découverte. Mais si on sait garder l'esprit aux aguets, ça peut ne jamais s'arrêter, en fait. Une nouvelle amitié, peut-être un nouvel amour, une nouvelle lutte, une lecture bouleversante, un voyage. Tant d'occasions s'offrent encore à nous pour un éblouissement, un savoir nouveau, une émotion qui font battre notre cœur comme au premier jour. Ce sont des richesses que nous ne devons pas gâcher, surtout que toutes celles que nous avons accumulées devraient nous rendre plus lucides, plus perspicaces et plus pugnaces que jamais. Même si ça ne marche pas à tous les coups parce que nous ne sommes pas forcément devenus plus intelligents, que notre esprit est malheureusement bien moins vif qu'autrefois et que
nous ne sommes pas toujours au fait des nouveautés. Alors, il y a une chose qu'il faut dire. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai zappé, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est ça. Bon, j'ai la chance d'être dans un milieu politique où l'agisme, non. On ne me dit pas ok boomer. Au contraire, je suis entouré de jeunes qui sont contents quand on leur raconte l'histoire, notre expérience. En fait, on a plein d'outils à leur fournir. Et ces outils-là, ils les prennent volontiers. Et c'est aussi pour ça que j'écris, pour faire de la transmission, quoi. Et c'est important. Et alors, je tourne un peu au monument historique maintenant, parce qu'à un certain âge, on me dit « Ah, mais toi, t'as vécu telle période. » Enfin, c'est le Moyen-Âge, hein. Avant 68, après, c'est le Moyen-Âge complet. Parce que tu peux me parler des Marouche Pontex. Je suis tombé sur un jeune Colombien l'été dernier, un fameux cas international, qui me dit « Tu peux me parler des Marouche Pontex, tu peux me parler de l'action directe. » Je dis « Mais pourquoi ça t'intéresse? Toi, tu n'es jamais sorti de Colombie. » Et moi, j'ai lu tout ça. Et je rencontre quelqu'un qui a connu cette époque. Ouais. Mais l'idée, quand même, c'est de jamais lâcher, quoi. De jamais lâcher, c'est ce qui nous maintient en vie. Je crois vraiment. Le jour où on lasse, on est cuit. Quand on est dans le combat depuis toujours, on se pose la question parfois. Je me souviens avoir dit un jour à une amie, mais pourquoi on se fait chier comme ça? On était en train de faire un tas de trucs. Pourquoi on s'emmerde comme ça? On verra même pas la révolution. Et elle me dit, tu sais, je crois qu'on ne saurait pas vivre autrement. Et c'était la meilleure réponse. Donc, je vais finir par un petit flafla quand même, un petit roulement de tambour. C'est mon dernier paragraphe du livre. Nous n'avons plus de temps à perdre. De nouveaux actes de révolte, désobéissance sénile s'ouvrent à nous. N'en ratons aucun qui soit à notre portée. Ils nous maintiennent en vie, nous permettent d'au moins rêver encore au grand chambardement tant attendu. Je suppose que vous avez des questions, une remarque à faire. Est-ce qu'on ferait pas passer le micro, peut-être? Ah oui. Qui a une question ou... Ah ben. Mais debout, que ça va. Alors, le problème, c'est que le fil n'est pas très grand. Il est à l'échelle du local. Non, il y a quelque chose qui ressort dans ton livre, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire a priori, c'est pas un livre qui s'adresse qu'aux anciens, qui ne veulent rien lâcher, mais aussi aux jeunes qui ont décidé d'essayer de ne jamais lâcher. Bon, au fil de la vie, on voit ce qu'il en est, mais il y a quand même des choses dans l'âge avancé qui sont pratiques. Je me souviens que dans l'immédiate après 68, j'avais les cheveux un peu plus longs que maintenant. À chaque fois que je prenais le métro, peut-être pas à chaque fois, mais très souvent, j'avais droit à un contrôle. Parce qu'on contrôlait ceux qui avaient l'air jeunes et les cheveux longs de préférence. Or, il y a quelque temps, enfin maintenant il y a 4 ou 5 ans, je me suis aperçu que dans certaines manifestations, notamment une fois une manifestation organisée uniquement par la Fédération anarchiste, on s'est trouvé nassé. Et contrairement à tous mes petits camarades, moi je suis sorti tranquillement, on m'a rien demandé. Ça doit être les cheveux blancs. T'as eu de la chance. Oui, on m'a rien demandé. Par contre, dans d'autres manifs, j'allais aussi dans une manif de retraités. Alors là, ça les gênait pas de nous rentrer dans le lard. Oui, oui. Mais on va pas s'en plaindre. Non. On va pas s'en plaindre puisqu'on y est. On a bien vu, avant les Gilets jaunes, je me souviens d'une manif sauvage à Barbès pour les migrants. Et j'avais avec une amie qui avait des grands cheveux blancs, mais bien blancs. Hein. Et elle s'est fait gazer en pleine poire comme ça. Et dans les Gilets jaunes, on a bien vu que... Alors, parfois les cheveux blancs nous protègent. Quand on me dit à quoi sert le Vieux Bloc, je dis à protéger le Black Bloc. Mais effectivement, on est sorti de NAS, je raconte des choses comme ça. Mais il y a aussi aujourd'hui on a bien vu qu'ils étaient sans pitié. Hein. Alors, quand on peut en profiter pour protéger une camarade, faire quelque chose, c'est génial. Et profitons-en au maximum. Mais ça marche des fois comme ça et des fois autrement.
Et maintenant, aujourd'hui, si tu vas à une manif, tu as toujours pris tes risques, tu continues. Ne crois pas que tu es seulement pour te protéger. Et tant pis, on va pas pleurer non plus. Bon, bah non, c'est moi. Eh ben, je trouve que ce qui est bien dans ton bouquin, c'est que c'est pas manichéen. C'est pas ouais, super, c'est trop bien d'être vieux, c'est génial, etc. À chaque fois, à la fois, tu racontes ce qui peut être vachement bien, et puis aussi le fil de la vie, c'est-à-dire l'expérience qu'on a pu acquérir au fur et à mesure des années qu'on a vécues, ce qu'on peut transmettre, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, là où on continue à douter, et toujours avoir envie de toute manière de continuer à se battre, à vivre, à rencontrer, etc. Mais tu parles aussi de la difficulté pour nombre de personnes âgées de vivre. Là, tu en as un petit peu parlé, dire le fait de ne pas avoir de pognon, la solitude, bon, tous ces trucs-là. Et c'est vrai que tu l'abordes dans ton bouquin, quoi. Et c'est ça qui est vraiment aussi intéressant, comme là, par rapport au choix de mourir, le droit de mourir, le choix de mourir. Tu expliques aussi les dangers qu'il peut y avoir derrière si c'est l'État ou les spécialistes qui mettent le nez là-dedans. Parce que les vieux, ça peut coûter cher à la Sécu et s'ils pouvaient dégager rapido, ce serait pas plus mal. Donc du coup, c'est ça que je trouve vachement bien parce que ça donne envie de vivre, ça donne envie de continuer à se battre, ça donne envie de continuer en fonction de nos forces d'alimenter la machine à combat et puis mais en même temps toujours en expliquant cette question de classe aussi que quand on n'a pas de pognon et quand on a donné notre vie au travail c'est pas la même quoi. Donc c'est deux commentaires que j'ai eu, un d'une amie de mon âge qui m'a écrit, parce que en province, en me disant tu as réussi à faire un livre joyeux sur la vieillesse et sur la mort. Ouais. Et j'ai une amie beaucoup plus jeune qui m'a dit tu nous donnes presque envie de vieillir. et Paris, c'est effectivement de ne pas gommer, parce que j'ai pas 30, j'ai 20 ans. Mais quand je vois, je me suis embarqué à une émission de France Culture récemment, où je me suis fait avoir comme prévisible, où j'ai eu droit à 3 minutes, dont une bonne partie strictement inutile. Ça m'était jamais arrivé. Je m'étais dit, LSD, c'est une bonne émission, puis je fais confiance, comme une conne. Et dans les autres épisodes, les nanas n'arrêtaient pas de geindre sur leur rides, sur ci, sur là, c'est horrible et tout. Mais merde, quoi. Je veux dire, je sais que tu vas avoir des rides, quoi. Et en plus, c'est pas forcément vilain. Alors, c'est vrai que c'est plus facile pour un homme, souvent. Il y a des mecs qui sont une beauté rarissime, puis il y a encore des femmes qui sont vachement belles, vieilles. Et donc, faut pas déconner, quoi. Et faut pas se cacher aussi, ce qui est pas toujours évident. Plus être comme Mania, jeune copain jour sur le marché de la séduction, ça fait un drôle d'effet. J'y ai traîné très tard, moi, donc ça va, quoi. Mais bon. Donc, faut pas se cacher. Il s'agit pas, j'ai pas fait un livre à la gloire du vieillissement. Mais j'ai fait un livre pour que les jeunes aient moins peur de vieillir. Quand même. Bon, moi Lola, j'ai beaucoup aimé ton livre parce qu'il est très tonique et tout, et on sourit beaucoup quand on le lit, mais je vais quand même faire l'avocat du diable. Je trouve très Guilleret, et donc moi je suis vieille aussi, je crois qu'on a le même âge, et je ne m'y retrouve pas tout à fait, parce que je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui est un petit peu triste, il y a une sorte de tristesse. Mais parce que il y a une perte, et puis parce que on fait un peu des deuils aussi. Je veux dire, les vrais deuils, les personnes qui partent et qu'on a aimées et qu'on verra plus. Et puis les choses qu'on a fait, qu'on a aimées et dont on n'a plus envie. Moi j'ai beaucoup aimé sortir, aller au théâtre et tout ça. Bon, ça me dit plus rien. Le soir, j'aime bien être peinard chez moi et regarder la télé en mangeant des chips, tu vois. Et regarder des séries et tout ça, à la con même des fois. Bon. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi c'est ce que j'éprouve. Mais je pense que sans complaisance, il y a une certaine douceur à se laisser aller.
Quand je dis, Oui, rien faire, rien faire. Oui, je sais, j'ai bien noté, Lola. Mais je trouvais que tu n'as pas du tout développé. Alors, je me disais qu'elle fait ça pour... Alors voilà. Donc moi, je trouve que... Je la vois, cette tristesse, je l'éprouve, mais j'essaye de l'apprivoiser, de l'accueillir doucement en disant mais c'est un petit peu normal. La retraite, je l'ai bien vécu moi aussi. Alors le jour où le fric tombe, que t'as pas besoin de bosser, alors là moi je trouve que c'est miraculeux, c'est génial. Et c'est pour ça que je me suis battue pour qu'on la garde pour ceux qui suivent. Mais c'est vrai aussi que la retraite, je trouve qu'elle porte bien son nom, c'est-à-dire qu'on s'éloigne, on se retire. Et moi je le ressens. L'idée de lâcher, eh ben moi je l'ai, l'idée de lâcher. Et je me dis, parce que je suis fatiguée, parce que je suis déçue, parce que j'en ai marre, parce que je trouve que ça s'aggrave. Et donc j'ai l'impression que tous les efforts qu'on a pu faire, pendant les Gilets jaunes, les nanas de mon âge qui se vantaient de faire leur manif pour la première fois, je leur ai dit, mais moi je l'ai fait pendant 50 ans, moi. T'étais où, toi? Moi ça fait 50 ans que je dois le pavé, alors où t'étais, toi? Parce qu'on ne serait peut-être pas là, si t'avais été là. Donc bon, j'ai pas hésité. Hein. Donc là maintenant je lâche, effectivement. Je dis place aux jeunes. Et c'est vrai que je suis attentive aux avancées. C'est pas moi qui les fais, mais je les remarque chez les jeunes. C'est une nouvelle manière de combattre, des nouvelles orientations aussi qui me plaisent bien. Et je vais juste terminer sur un truc. En ce qui concerne la mort, là aussi il y a quelque chose qui est un petit peu triste, parce qu'il faut dire adieu aux gens qu'on aime et aux choses qu'on aime et qu'on continue à aimer. Moi je fais de la peinture, tu vois, ça me vide la tête, bon voilà, ça me remplit le cœur. Très belle peinture. Oui, moi c'est gentil. C'est gentil. Elle est exposée ici. Ouais, mais je vais même recommencer. Bon, mais je trouve que quand on le décide, c'est en toute lucidité. C'est-à-dire que quand parce qu'on sait ce qui nous attend, parce qu'on a vécu des agonies, on a vécu des vieillesses, on a vécu des fins de vie, plein. Et donc, il y a des choses qu'on ne veut pas. C'est à nous de mettre le curseur. C'est à nous de le mettre. De dire, et alors moi, mon curseur, je le mets, quand je me sentirai plus moi, quand je me sentirai plus moi-même, voilà, ça sera là mon curseur. Et je verrai bien. Voilà. Donc, je voulais juste dire ça, et là, c'est tout. Je suis à ultime liberté aussi. Je ne t'ai pas dénoncé. Moi, je voudrais bien dire un petit truc. Est-ce que vous m'entendez comme ça ou... Pas trop. Oui. Non? Si. Non, vous m'entendez mal? Non. Pas trop bien. Bon, il faut que je prenne le truc alors. Allô, allô? Allô. Ouais, ben moi je voulais dire, j'ai 77 ans, je suis à la retraite, j'ai pas beaucoup d'argent, donc j'ai pris ma retraite avec joie parce que je m'emmerdais dans ce que je faisais, mais quand même sans dépression, hein. Je suis très standardiste, bibliothécaire, employée de restauration, comme ça. Je me suis toujours sentie assez mal dans tous mes boulots, bon. Et puis quand même, à une époque, j'ai un petit peu travaillé comme modèle d'art. C'est-à-dire, on est la personne qui est sur la sellette, en général on est nu et les gens nous dessinent. Donc j'ai fait ce métier à 20 ans, à 30 ans, à 55 ans. À 60 ans, j'ai pu prendre ma retraite et je me suis dit, bon, ça suffit être standardiste. Dans les mairies d'arrondissement, je vais me remettre à travailler comme modèle. Et je trouvais ça très amusant que ce métier, ça se démode pas. Quand on a 20 ans, on a 20 ans, on a le corps de quelqu'un de 20 ans. Et quand on a l'âge que j'ai le corps de la personne. De mon âge. Et je me dis, bon, à 97 ans, voilà, pourquoi pas 77 ans, enfin bon. Mais c'est quelque chose de très simple, de très apaisant, je trouve. Et ça me permet de compléter ma petite retraite parce que je ne peux pas vivre avec 1 200 € par mois, désolé, il y en a qui le font très bien. Hein. Mais bon, enfin après, chacun ses goûts. Mais je ne suis pas non plus
à m'acheter des parures et pas du tout le contraire. Ce que j'aime, c'est être toute nue, justement. Enfin, là, je m'habille parce que c'est plus confortable. Il fait froid, et puis c'est un peu l'hygiène et tout ça, quoi. Mais enfin, bon. Et par exemple, hier soir, je travaillais aux Beaux-Arts rue Bonaparte et on était sur la même sellette, ça arrive, on se choisit pas. On est quelquefois 2 ou 3 modèles, on pose pas vraiment ensemble, on est côte à côte. Et là, c'était un jeune homme, genre 22 ans, très beau. Et je trouvais ça très agréable de poser avec ce jeune homme de 22 ans, très gentil. Et bon, voilà, c'est des situations qui sont assez agréables. Hein. Et donc, pourquoi je raconte tout ça Donc, je me dis, tant que je tiens debout, je tiens debout. Il y a 4 mois, je suis tombée, on m'a bousculée. Je me suis fracturé le bassin. C'est réparé, je remonte sur une sellette. Je suis venue ici en métro et à pied, voilà. Donc vive la vie, quoi. Mais parce qu'on peut être très malheureux très jeune et il n'y a pas d'âge pour être malheureux, il n'y a pas d'âge pour être heureux. Enfin bon, après, il faut s'adapter un peu, quoi. Je ne peux pas grimper un escalier à toute allure, bien loin de là, ni courir après un bus. Bon. Mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Bon, enfin, bon temps à vous, bonne soirée. Merci. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Ton histoire était vraiment dans l'esprit même de ce que je défends. Et je trouve ça mignon de poser quand tu es un jeune homme. Alors c'est vrai que je peux plus danser le rock'n'roll comme avant, mais je posais nu, ça m'intéresse pas beaucoup. J'ai été élevé chez les naturistes, alors pour moi être à poil c'est normal. Poser c'est moins évident. Mais vraiment merci beaucoup. J'ai trouvé ça super ton histoire. Y a-t-il d'autres Oui. Non, il faut que tu t'avances parce qu'il n'y a pas de fil. Non, je voulais juste faire deux petites remarques. Je pense que pour mourir, il faut lâcher. Je dis ça parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs personnes face à la mort. Et l'autre remarque que j'ai, c'est que j'ai du mal à comprendre pourquoi on n'arrive pas à sortir cette loi. Justement, on est quand même gouverné par les rois du fric, et ils auraient tout intérêt à ce qu'il y ait cette loi, quoi. Donc voilà, c'est une remarque que je ne comprends pas. On ne doit pas pouvoir avoir le choix de rien. Ouais, c'est ça le droit. Notre logique matérialiste, etc. Ben non, on se dit mais c'est complètement con, mais il y a plein de choses très cons. Hein. Transporter des gens 5 millions de kilomètres pour les faire cramer en camp de concentration, c'était très irrationnel aussi. Hein. C'est-à-dire, et on s'est toujours dit mais comment c'est possible? C'est irrationnel. Le judéocide, le céganocide et tout était complètement irrationnel. Tu faisais des milliers de kilomètres en wagon à des gens pour les buter ailleurs. Eh ben, là, ils disent pas, tiens, ça serait bien de faire ça. On ne sait pas à quoi ça tient. La manière dont, je sais pas. Bon, je me suis jamais beaucoup intéressé non plus aux lois, il faut reconnaître. Peut-être que des gens qui seraient dans la philosophie du droit, etc., ont peut-être des idées sur la question. Moi, j'en ai aucune, mais je trouve ça fou que la France soit si en retard, en plus. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire, dans des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Espagne, je crois que c'est la Colombie, enfin, j'ai la liste quelque part. Des pays improbables, quoi. Que la Hollande, que les pays du Nord ont toujours été assez avancés dans ce terme-là, soient plus libéraux. Ça peut paraître logique. La Suisse, c'est une sacrée bonne affaire, donc on comprend aussi. Mais pourquoi la France, alors là? C'est totalement irrationnel. Il ferait mieux de se débarrasser de tous ceux qui ne veulent plus rien. Bon, tant mieux pour nous, parce qu'on ne nous y pousse pas. Hein. Mais ta remarque est bien juste. Hein. Et je pense que ça ne vient pas de la France, avec un grand F. Je pense que ça, c'est la droite majoritaire au Sénat. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, sauf la droite des villes LR et les fascistes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas dans les institutions, ni au niveau de l'État, des gens qui ont envie. Par contre, à la base,
le populo, apparemment, les sondages sont clairs. 80% des Français, apparemment, sont pour l'euthanasie. Donc il y a un problème avec les vignoles d'en haut. Mais et la droite devrait avoir intérêt à nous faire crever. L'intérêt ne représente pas. Ce serait un intérêt de la droite de voter. Mais non, justement, parce qu'ils sont très cons, en fait. Le Mexique, l'Équateur et la Corée du Sud. Pourquoi Rotaillot et je crois que c'est Rotaillot. Je sais pas que c'est pas de la droite. Ouais, et puis un autre là, au Sénat, ils ont sucré les deux articles de la loi qui allaient dans un bon sens. Et parce que ces mecs, ils sont tarés, quoi. Mais les députés ont remis une partie. Ah oui, mais non, l'Assemblée nationale va remettre. Et je veux dire qu'il n'y a pas, ils sont rien dans la majorité des oui, y compris à gauche. Hein. Dans la logique de la camarade précédente, les réacs, ils sont là pour que le capitalisme vive bien, ils auraient tout intérêt à nous virer, quoi. Donc si tu veux, c'est du réac ringard, quoi, quelque part, du point de vue du capitalisme. Ça n'intéresse que le privé de faire un programme T4 pour les vieux. Vous savez ce que c'est? Non. C'est l'extermination des malades mentaux par les nazis. Ah oui, donc c'est un programme qu'ils avaient mis en place. Et à un moment donné, parce que, évidemment, ils n'ont pas annoncé la couleur, notamment aux familles, les gens disparaissaient comme ça par l'opération du Saint-Esprit, jusqu'au jour où il y a, je crois, c'était un médecin qui a dit il y a quelque chose qui ne va pas là. Et donc ils ont arrêté, mais ils ont quand même exterminé pas mal de malades mentaux. Et ils ont décidé, ils n'ont pas eu besoin de loi. C'était la loi de Hitler, donc c'était la meilleure. Donc, ceci dit, en France, il y a eu quand même 40 000 malades mentaux qui sont morts parce que rien n'a bouffer, et personne s'en est occupé. On les tue à petit feu. Sauf dans ce village où un médecin, un psychiatre espagnol, libertaire, qui était au Pangur, a été appelé pour diriger un hôpital psychiatrique et qu'il a dirigé à un moment donné avec Franz Fanon. C'est le seul hôpital psychiatrique où les gens ont été correctement soignés. Il a formé des infirmières, des femmes du village. Les malades, entre guillemets, allaient travailler chez les paysans. Ces gens ont vécu toute la période de la guerre sans aucun problème. Et par contre, ils allaient très bien. Donc c'est ça. Donc, maintenant, est-ce qu'il y aura un jour un lien entre les intérêts privés, on voit comment ça se passe dans un certain nombre d'EHPAD, les liens d'intérêt entre le privé, c'est-à-dire les multinationales, et l'État, je ne sais pas. Ça s'est déjà fait historiquement. On ne voit pas pourquoi ça ne se ferait pas maintenant. Mais pour l'instant, il y a les curés qui non, faut pas faire gna gna. En Espagne et au Mexique, t'as les curés aussi. Hein. Dans des pays où c'est autorisé. Ça dépend. Aux États-Unis, c'est quand même un pays plein de religions. Les gens se rendent bien compte de la misère au Mexique, de tout ce qui ne va pas. Et il y a certainement des gens qui sont plus jeunes aussi. L'Espagne est quand même un pays gâteau. Non, ben oui, mais il y a une tradition aussi sociale dans ces pays d'Amérique du Sud. Peut-être. La théologie. La libération de la oui. C'est quand même, moi j'ai En Amérique latine, oui. pas longtemps, là. Pas en Espagne. C'est quand même des gens, les sœurs, et pour l'avortement, quoi. Parce que vous voyez dans les favelas comment ça se passait. Donc, Je parle pas du Brésil. il y a des histoires d'intérêt. Il y a aussi Et ça. des histoires de classe, effectivement. Et des classes sociales, mais aussi des classes. Hommes et femmes, c'est pas pareil. Hein. Les riches et pauvres. Moi, je voulais dire un truc. Je suis suivie par une femme qui est médecin et qui pratique la médecine chinoise. Et l'autre fois, quand elle est venue, elle me dit qu'elle connaissait, et elle soignait 3 femmes lesbiennes âgées qui se morfondent dans leur appart parce qu'il y a notamment une qui était militante, et apparemment qui a perdu
soit le contact, soit son morte, des copines qu'elle avait quand elle était plus jeune. Et donc, la copine qui le soigne, elle me dit que ce serait quand même important de créer un collectif afin qu'il y ait une solidarité qui se monte autour des femmes qui sont lesbiennes, donc exclues en général dans la société parce qu'elles sont lesbiennes et ayant une vie sociale assez limitée. Donc je pense qu'on va commencer un peu dans ça. Ben, c'est pas mes copines trans, lesbiennes, Oui. trans des deux sexes et tout, ben, elles sont toujours avec nous, quoi. Elles sont toujours avec nous, il n'y a pas de séparation. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, cette séparation-là, effectivement, quand tu as vécu, tu restais dans un milieu, par exemple, les lesbiennes séparatistes, entre guillemets, tu vois, j'ai pu connaître les Brines Rouges, etc. Et bien, effectivement, quand tu vis dans un seul milieu, et que tu es dans un seul milieu, tu finis par perdre. Mais quand tu amènes une vie normale, j'ai une grande amie qui est une femme trans, elle dit clairement, il y a un film qui est sorti sur elle, elle s'appelle Nazera, et dans le film, elle dit, mais c'est la lutte de tous pour l'émancipation de tous, quoi. Alors, par contre, la solidarité locale, etc., bah, si ces personnes sont unies par quelque chose qui peut être une relation sexuelle, qui pour moi n'est jamais un truc aussi figé, pourquoi pas? Mais il est quand même plus intéressant que ces femmes lesbiennes sont aussi prises en charge solidairement par des mecs, des nanas qui sont ou pas lesbiennes. Enfin, non, on se fout du fait. Le fait qu'elles soient lesbiennes ne définit pas ces êtres humains de qui on peut être solidairement. C'est ma position. Tu vois, en même temps, bon, si je n'avais pas le secours de quelqu'un avec qui j'ai des points communs, peut-être j'aurais tendance à... Tu vois, mais je ne demande pas aux gens que je rencontre s'ils sont bien bisexuels au moins, minimum. Non, c'est pas le problème. Il y a une époque dans les années 70 où tu pouvais te faire jeter parce que tu n'étais pas... Non, Bon, pas évident. on a été un peu sectaire parfois. Oui. Mais c'est important d'en parler. Parce que l'isolement, ben, c'est pour tout le monde. Que tu sois lesbienne ou hétéro. Jeune ou vieux d'ailleurs. C'est la même histoire, même les jeunes. Tu vois, les jeunes, la solitude chez les jeunes, c'est pas rien. Quoi. Mais les remèdes sont plus faciles à trouver pour les jeunes que pour les vieux, souvent. Parce que la vie, il faut les bouger, quoi. Quand tu m'as fait bouger de chez toi, ça devient compliqué. Parce que ce qu'elle me disait, c'était plutôt, effectivement, un collectif intergénérationnel. C'est-à-dire sortir vivre de manière intergénérationnelle. J'ai rencontré une nana qui m'a pas tellement plu. C'est la veuve de Bruno Latour. Elle est venue me voir, parce qu'elle m'a recruté. Et elle a perdu donc son mari. Elle s'est installée dans une baraque. Elle avait une jeune amie qui l'avait beaucoup aidée pendant son veuvage, déménagement et tout. Puis elle a acheté une baraque avec l'appartement bourgeois et de la famille, elle a du fric. Et puis là, la jeune femme qui a 30 et quelques années, elle a mon âge, s'est installée au premier étage. Une autre copine est arrivée, donc elle a deux jeunes femmes qui vivent dans la même maison qu'elle. Et ça s'est fait comme ça, tout seul, quoi. Elles sont pas tout le temps là et tout. L'intergénérationnel est absolument indispensable, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, je ne pourrais pas d'abord fréquenter que des vieux, ça ne m'amuserait pas, et fréquenter que des jeunes, ça m'emmerderait aussi. Quand tu te sens le dinosaure au milieu de jeunes camarades, tu vois, le dernier c'est leur camp où j'étais, ils étaient trois vieux, et puis moi, ça m'a gavé, tu vois. Alors, ils avaient au moins 20 ans de moins, tu vois, minimum. Putain, à un moment, t'as aussi envie d'être des semblables. C'est le mélange qui est bon. C'est rendre la vie de tous les âges. Si je n'avais que des jeunes, tu sais, les gens qui veulent fréquenter que des jeunes. Au contraire, ça me fait chier. Et que des vieux, c'est pas mieux. On a fait le tour. On va boire un coup. Merci. Alors, s'il y a des gens vicieux qui veulent une dédicace, je les fais. C'est vicieux parce que moi j'aime pas beaucoup. On va lâcher le livre maintenant. Si vous voulez continuer à discuter autour d'un verre, c'est la question.